Ils ont immédiatement fait feu sur les gendarmes. Un gendarme s'est écroulé. Ils l'ont, semble-t-il, achevé d'une balle en pleine tête. Je l'ai vu arriver directement, tu ne bouges plus, suivi d'une autre personne qui venait de l'autre côté de la rue, qui elle a sorti un fusil de chasse de sa gabardine et m'a frappé directement à la figure. Nous avons été jetés à terre. Vous étiez où à terre? Ici. J'étais couché ici et il y a un des agresseurs qui s'est agenouillé sur mon dos avec le fusil de chasse dans ma nuque en disant maintenant tu vas crever. En ce mois d'octobre 83, les forces de l'ordre paraissent totalement impuissantes et désemparées face à 3 ou 4 tueurs fous. Les événements se déroulent à une vitesse foudroyante. Une caissière qui n'obéit pas assez vite aux ordres des bandits est froidement abattue. Un client qui ne comprend pas qu'il doit se plaquer au sol est foudroyé par les riot guns. L'histoire des tueurs des Brabants s'est déroulée il y a environ 40 ans. Les faits se sont déroulés exactement entre 1982 et 1985. Ils vont commettre de nombreuses violences. Pendant plus de 5 ans, ils vont terroriser la Belgique entière, avec des braquages de plus en plus violents, des meurtres et des vols à main armée. Leurs victimes préférées, ce sont les supermarchés Delhaize. Delhaize est une grande surface répandue dans toute la Belgique. Je vais commencer l'histoire par leur premier délit. Le 13 mars 1982, ils vont commettre un vol à l'étalage dans une armurerie à Dinan. Pour leur premier fait, les 2 hommes sont rentrés dans l'armurerie. Ils en ont profité que le gérant était dans son atelier. Ils vont réussir à choper une arme, un calibre 10 à double canon. L'arme volée à Dinan va sûrement être utilisée dans un autre hold-up d'une autre armurerie, l'armurerie Decazes à Wavre. L'arme sera potentiellement retrouvée le 30 septembre 1982 dans le canal Charleroi-Bruxelles. Au début, ils vont vraiment faire que des hold-up. Petite pause, dans mes notes, j'ai oublié de préciser que durant le hold-up de l'armurerie Decazes, un gendarme va intervenir. Ils vont tirer dessus avant de l'abattre d'une balle dans la tête. Dans la suite de la vidéo, je vais dire qu'il n'y a pas eu de meurtre, mais c'est une faute de ma part, n'en tenez pas compte. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner et bonne vidéo. Et des vols à main armée, comme le dit mai 1982, quand ils vont voler une Austin Allegro. Il n'y aura pas de meurtre, il n'y aura pas de coup de feu, juste un vol à main armée. Et ensuite, ils vont faire la même chose avec une Volkswagen Santana. Toujours aucun meurtre, ni rien. Pour l'instant, ce sont juste des bandits, quelconques qui font des délits de vol, sans plus. La première fois qu'il va y avoir des coups de feu, ce sera durant le vol d'une épicerie dans le nord de la France. En repartant, 2 policiers vont les poursuivre. Des coups de feu vont être échangés et la voiture, la Volkswagen Santana volée plus tôt, va être enfumée. Ils vont donc entrer dans la police, qui va les blesser, et ils vont réussir à s'enfuir. La voiture enfumée va être retrouvée carbonisée vers 22h30 à Uccle, dans Bruxelles. Jusque-là, ça va encore. Mais à partir du 22 décembre 1982, ils vont commettre des actes plus horribles. Ils vont commettre leur premier assassinat. José van den Heyden va être tué par les tueurs du Brabant. Il était concierge de l'auberge I-Castille. Durant la nuit du 22 au 23 décembre, les tueurs du Brabant vont rentrer dans l'auberge, l'attacher et l'exécuter de 8 balles dans la tête. C'est son fils le lendemain matin qui va le retrouver par terre dans une chambre, gisant dans son sang. Ce ne sont pas les seuls meurtres qu'ils vont commettre. En 1983, ils vont en commettre 2 autres, celui de Angelou Constantin et de Jacques Van Camp. Angelou est un chauffeur de taxi de Bruxelles. Le 8 janvier, il va être happé pour une course à Mons. Ce n'est pas à côté, je vous l'accorde, mais il va y aller. Le même soir, un témoin va apercevoir un chauffeur de taxi se faire agresser. Suite à ça, la nuit du 8 au 9 janvier, la voiture de Angelou va être aperçue dans les rues de Mons, avant d'être retrouvée le 12 janvier dans le centre-ville de Mons. La voiture n'était même pas cachée du tout. Elle était là, garée au centre-ville. C'est juste des passants qui se sont aperçus que la voiture ne bougeait plus. Ils n'avaient jamais aperçu dans leur ville. Ils ont donc appelé. Quand la police va arriver, ils vont ouvrir le coffre. Et dans le coffre, ils vont trouver Angelou Constantin, assassiné d'une balle dans la tête, recroquevillé dans son coffre. Encore à ce jour, on ne sait pas qui l'a tué. On sait qui, les tueurs du Brabant,
mais on ne sait pas leur identité. Pour Jacques Van Camp, c'est encore différent. Jacques gère le restaurant Les Trois Canards. Durant la fin de journée, ses collègues sortent. Il reste que les cuisiniers dans les salles, et un homme est tapis dans l'ombre. Il attend, et attrape un employé de Jacques. Il le force à rentrer. Quand il rentre, il tire, il demande à tout le monde de ne pas bouger, de se coucher par terre, et il va demander les clés de l'Alfa Romeo d'un des employés. Pendant ce temps, un autre complice retient Jacques dehors, puis il demande les clés de sa Porsche. Les hommes ne blaguent pas, ils ont l'air très énervés, très pressés, et l'employé va donner les clés de l'Alfa. Suite à ça, il va demander aussi l'argent de la caisse. Ils sont très coopératifs, donc ils en profitent. Pour l'argent de la caisse, en partant, il tire quelques coups de feu en l'air. Quand le braqueur sort, il échange dans une langue étrangère avec son complice. Puis, un coup de feu retentit, puis plusieurs. Les hommes s'enfuient avec 2 voitures, l'Alfa Romeo et la Volkswagen GTI de la fille de Jacques. Mais Jacques va être retrouvé mort sur le parking d'une balle dans la tête. En plus de ça, les tueurs du Brabant vont crever chaque nœud d'une des voitures pour qu'ils ne puissent pas bouger. On ne sait toujours pas pourquoi ils ont tué Jacques. Selon les pensées des enquêteurs, ce serait parce qu'il n'a pas voulu donner les clés de sa voiture. Et suite à ça, il en a trouvé la mort. Là déjà, vous vous dites que c'est assez violent, qu'on aurait dû les retrouver, car beaucoup d'erreurs sont laissées. Je vous l'ai pas encore dit, mais les témoins les ont déjà aperçus, et l'enquête n'avance pas. On se demande qui fait ça, on ne trouve pas, ça tourne en rond, et ça remue toute la Belgique. Les Belges ont peur. Moi je suis belge, j'en ai parlé avec mes parents et mon père m'a bien dit qu'à l'époque, ils avaient peur. Ils avaient peur d'aller au magasin, ils avaient peur vraiment qu'un truc leur arrive juste en allant faire les courses. C'était une période assez violente en Belgique, mais même après ces 2 meurtres, ils vont encore faire pire. C'est durant la soirée du 1er décembre, dans la famille Simusik. Je suis désolé de la prononciation, je pense que c'est polonais et je ne suis pas très doué. Donc je m'en excuse à l'avance. Dans la famille Simusik, ils sont 4, les 2 parents et 2 fillettes. Les 2 fillettes sont à l'étage, sans doute elles jouaient, quand elles entendent des bruits bizarres en bas. Une des filles descend, elle aperçoit mi-escalier, son père debout, ayant tiré sur un homme, et l'homme par terre crie « Tire !» L'homme a tiré, la fillette est remontée de panique, il y a eu des coups de feu, une alarme, et plus rien. Quand elles sont descendues, les fillettes ont découvert l'impensable. La mère des fillettes était abattue d'une balle dans la tête dans la cuisine. Elle gisait dans son sang. Mon père fut retrouvé un peu plus loin aussi, assassiné d'une balle dans la tête. En fait, la famille Simusik sont propriétaires d'une bijouterie. Et ces 3 hommes vont descendre d'une Golf GTI peinte en noir, vont s'introduire dans la bijouterie pour essayer de voler quelques bijoux. Ils vont tomber sur le père et qui va tirer. Ainsi que les 2 parents vont mourir. Un des tueurs du Brabant va être blessé, mais ne sera jamais retrouvé. Ils ont fait un massacre, tout ça pour voler 3 740 € actuels. Je n'ai pas trouvé la somme en francs, j'ai trouvé qu'en euros, mais même ce n'est rien du tout. Ils vont aussi piquer le revolver du père, qui s'appelle Jacques Simusik. Et en plus de ça, j'ai oublié de préciser plus tôt, la Golf volée à Jacques Van Camp était une Golf GTI peinte en rouge. Ici, c'est la même Golf GTI, mais qui a été repeinte en noir pour passer inaperçue. Donc ils vont utiliser la voiture d'un homme tué pour ensuite tuer d'autres personnes pour 3 740 €. C'est quand même vachement une dinguerie quand on y pense. Tuer des gens pour si peu d'argent, ça vaut vraiment pas le coup. Ils sont vraiment considérés comme des monstres en Belgique à ce moment-là. La voiture va être retrouvée à 3 km de la maison des Simusik, abandonnée, et fait plus surprenant auquel personne ne s'attendait. C'est l'année suivante. En 1984, il n'y aura plus aucun crime causé par les tueurs du Brabant wallon. De base, les policiers se sont dit qu'ils avaient été trop loin et qu'ils ne voulaient pas recommencer. Je ne vous ai pas énuméré tout ce qu'ils avaient fait. En fait, la liste est vraiment trop longue. Il y aura un site dans la description où vous pourrez, si ça vous intéresse, vous pourrez lire tous les faits datés dans l'ordre. Ils ont vraiment commis beaucoup, mais beaucoup de vols, beaucoup de crimes. C'est aberrant qu'ils ne se soient jamais fait prendre, en fait. Juste ça. Ils n'ont jamais été pris sur le fait. Et ils ne se sont jamais fait arrêter. Et c'est encore, ça fait vraiment froid dans le dos, parce qu'on se rend compte qu'à l'époque, en Belgique, la police, même avec les affaires de Dutroux, il n'y avait pas qu'avec Dutroux où c'était de la merde. C'était à peu près sur tous les points. Bref, contre toute attente,
En 1985, en fin d'année, ils vont faire leur coming out. C'est le 27 septembre qu'ils vont recommencer, non pas avec un, mais 2 hold-up dans 2 délais différents. Ils vont commencer par le hold-up de Braine-l'Alleud. À l'entrée, il y avait 3 personnes. Le but était d'avoir un otage. Ils en ont abattu un de sang-froid, ce qui a fait peur aux 2 autres qui ont réussi à s'enfuir. Ils vont quand même réussir à trouver un otage, rentrer dans le magasin et demander à tout le monde de se mettre à plat ventre. Une personne va aller trop lentement pour eux, elle sera abattue sur le champ. Ils n'avaient vraiment aucune pitié, ils n'avaient aucun fond humain. Ils tiraient sur tout ce qui bouge, ils tiraient sur tout ce qui pouvait les gêner. Ils étaient vraiment terrifiants pour l'époque. Une fois que tout le monde était mis à plat ventre, ils vont ordonner d'avoir la caisse. Ils vont tirer un peu partout, aller dans la salle du coffre, et ils vont réussir à partir avec le butin. Ils ont réussi à embarquer 19 600 €, soit, je l'ai sous les yeux, 776 000 francs belges de l'époque. Ce qui est quand même pas mal, mais qui mérite pas de tuer 2 personnes. Mais ils vont pas s'arrêter là. En ressortant, il y a une camionnette qui est en train de se garer. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils vont tirer dessus à 8 reprises, abattant l'homme qui était dedans. Son fils qui était juste à côté a par miracle réussi à s'en sortir avec des graves blessures. Ils vont quand même réussir à prendre la fuite avec une voiture volée. Et ils vont revenir plus tard au Deleuze de Verreich. À leur arrivée, il y a 3 enfants en vélo. Le but c'est d'en avoir un comme otage. Les enfants vont les apercevoir. 2 vont réussir à prendre la fuite. Un à peine le pied posé au sol, s'enfuir, va se faire abattre une batte dans la tête par tout sang-froid. Quand je vous dis que c'est vraiment des ordures, ils sont capables d'abattre des enfants sans aucune pudeur et sans aucune forme de pitié. Des enfants qui se baladaient, qui avaient 10 ans, abattus juste parce qu'ils voulaient survivre. Ils vont quand même réussir à trouver un otage, rentrer dans le magasin et encore une fois ordonner à tout le monde de se coucher par terre. Mais cette fois-ci, ils vont tirer à peu près partout, faire quelques blessés. Ils vont partir avec un butin que j'ai encore une fois sous les yeux. Un butin de 62 249 €. Leurs braquages sont à chaque fois très violents, sont à chaque fois très bruts. Et en ressortant, ça va être encore la même scène. Un homme qui est dans sa Peugeot 504 va se faire tirer dessus. Il va réussir à s'enfuir. Un autre homme qui a vu la scène a essayé de vite rentrer dans sa voiture. Lui, il sera abattu. Ils vont réussir à s'enfuir après. Et ils vont tuer l'otage. Après ça, ils feront un dernier braquage au Deleuze de Alost. Toujours le même mode opératoire. Un homme est abattu froidement. Et ils vont voler 18 289 €. Le bilan total de ces 3 années de crime est de 28 morts, 22 blessés et 607 000 francs belges volés. Ce qui fait 344 873 €. Mais la seule chose qu'on a sur le tueur du Brabant, ce sont les portraits robots. Et même avec ces portraits robots, on n'a toujours aucune nouvelle, aucune personne qui s'est manifestée connaissant ces hommes. Je précise encore une fois, je n'ai pas énuméré tous leurs crimes, car ils en ont fait vraiment beaucoup. S'il y a quelques fautes dans ce que j'ai dit, je m'en excuse, mais c'est ce que j'ai trouvé sur internet et tous les sites divergent sur la façon dont ça s'est passé. Et j'en suis excusé parce que je ne suis pas dans l'enquête, je n'étais pas là à cette époque-là. Moi, j'essaie de reconstituer à peu près avec ce que je vois, mettre des idées une en face de l'autre. Donc voilà, c'est un petit disclaimer. Si tout est faux, n'hésitez pas, dans la politesse et la gentillesse, de me corriger en commentaire. Et ça me fera un peu apprendre sur le sujet. Donc voilà, toujours dans le respect bien sûr. Hein. Merci. Par contre voilà, l'enquête c'est un vrai bordel. L'enquête, je vais vous avouer, je vais certainement me tromper sur certains trucs parce que j'ai regardé des reportages, j'ai lu des choses, ça part à gauche, à droite, ça va là et là, on ne comprend rien. Mais je vais vous expliquer en gros avec mes mots vite fait ce que j'ai compris de l'enquête. Et ceux que ça intéresse, il y aura des reportages en description. Parce que franchement, il y a des noms de partout, il y a des magouilles, ça se sent, ou voilà. Bref. En gros, au début, ils vont soupçonner la bande du borinage. Donc c'est Michel Cocu et quelques-uns de ses acolytes dont j'ai oublié le nom. Et en fait, c'est pas important leur nom, parce qu'ils n'ont rien fait de mal, je précise. En fait, Michel Cocu va être pris pour cible car il avait déjà été viré de la police à l'époque, il était policier, et qu'il avait fait des escroqueries. Donc on l'a viré de la police. Suite à ça, il avait une arme. À ce moment-là, l'arme était autorisée en Belgique. Il avait une arme chez lui. Et on ne sait pas pourquoi ça a directement été lui, le suspect, car pour eux, ils savaient comment la police fonctionnait.
Et pour eux, les tueurs du Brabant savaient comment la police fonctionnait et c'est pour ça qu'ils ne sont pas fait prendre et que c'était du travail de pro. Ils vont réussir, par le biais de terribles accusations, à le renfermer pendant des mois en prison où il a des interrogatoires de 26 heures, on le bat, des souffrances psychologiques et en plus de ça, une expertise à chier sur son arme. On dit qu'elle a été utilisée dans une des tueries. L'expert qui n'a pas vraiment expertisé l'arme en est sûr et certain, c'est lui. Et en fait, l'enquête va traîner comme ça pendant longtemps. En plus de ça, même quand Michel Cocu et ses acolytes vont être mis en prison, les crimes vont continuer. Et la justice de Nivelles, parce que c'est le parquet de Nivelles, c'est tout un bordel, va dire que en fait, c'est des complices aux tueurs du Brabant qui continuent les crimes pour qu'ils se fassent libérer. Ce qui est totalement absurde, hein, je vous l'accorde. C'est suite à une reprise de l'affaire du parquet de Charleroi que Michel Cocu va être enfin acquitté à 100%, car le parquet de Charleroi va demander à des experts allemands d'analyser l'arme, et les experts allemands sont unanimes, l'arme n'a pas servi aux tueries du Brabant. Elle n'est absolument pas la même, et c'est aberrant qu'ils ne s'en étaient pas rendu compte avant. C'est la preuve qu'il n'y a pas eu d'expertise. Que, en fait, si je peux m'expliquer, à ce moment-là, il fallait des boucs émissaires en Belgique pour rassurer le peuple, pour dire regardez, on les a attrapés, faites ce que vous voulez de votre vie. Encore une fois, c'est de la poudre aux yeux, c'est pour contre-avancer l'enquête. Bref, on a un peu l'habitude maintenant en Belgique de ça. Suite à ça, vu que c'est pas Michel Cocu, on va aussi soupçonner un autre bandit qui avait une arme chez lui dissimulée dans une boîte de sauce bolognaise, et ce n'est pas lui non plus. Voilà, enfin bref, vous faites des raccourcis tard Mario Kart, je vous avoue. Et depuis ça, en fait, en me renseignant un peu, j'ai vu deux théories qui sont sorties. C'est la théorie du grand complot. Je sais, quand j'ai vu ça, je me suis dit, encore goûter une théorie du complot, à un moment donné, on en a un peu marre, hein, des théories de complot de partout, le Gaulle de Dyatlov, la maison qui saigne, c'est bon, on est où là? Mais en fait, la théorie du complot n'était pas si bête que ça. Pour l'époque, je précise, c'est surtout pour le gouvernement qui trouvait un peu une astuce pour dire votez pour nous, vous voyez bien, il y a une magouille. En gros, le gouvernement belge, certains, parce que pas tous, hein, soupçonnaient qu'il y avait des services de renseignement, que ce soit du KGB, ou CIA, pardon, qui intervenaient et que c'était eux qui faisaient les tueries pour renverser la politique belge. Et en fait, c'est surtout l'extrême gauche qui sera retenue, avec, parce qu'à ce moment-là, il y a des attentats du CCC, c'est un parti extrémiste de gauche qui vont faire des attentats avec des morts, il me semble. Et en fait, ils vont croire que c'est le même parti qui vont faire les tueries du Brabant. Il n'y a aucune preuve, bien sûr, c'est pour, encore une fois, se couvrir derrière quelque chose et dire c'est pas nous, on veut juste nous renverser, votez pour nous, vous voyez bien que nous, on fait rien de mal et qu'on essaye de faire avancer l'enquête. Enfin bref, c'est tout un micmac, et cette théorie va être très intéressante, mais va être très vite tomber à l'eau. Par contre, la deuxième théorie, je vous mettrai dans la description l'enquête, et je vais vous la débriefer un peu rapidement, ce serait que les tueurs du Brabant soient français. Quand j'ai vu ça au début, je me suis dit, c'est pas si con que ça. Hein. Et c'est même pas un Belge qui a l'idée de la théorie, c'est un policier français. C'est JP Adam qui va être à l'origine de la théorie. Il y a deux malfrats, c'est Xavier S et Thierry S, je crois. Donc deux malfrats français qui correspondent au profil. Un des deux frères était un peu un tireur fou. Il faisait des braquages avec certains de ses collègues à l'époque, et on lui donnait une arme pas chargée, parce qu'il était capable de tirer sur tout le monde, il était capable vraiment de tuer, de sang-froid, il avait aucun remords quand il tuait. Donc c'est un peu le profil du tireur fou dans la tuerie Brabant qui tirait sur les gens sans aucune pudeur et sans aucune retenue. En plus de ça, les crimes sont déroulés sur la N5. Aux abords en tout cas, c'est pas loin, la N5 c'est la route qui va jusque Charles-Mézières, en Belgique. Donc la théorie peut fonctionner parce qu'il n'y a pas eu de tuerie à Liège, j'en suis sûr, ni au Luxembourg, parce que de Liège ou du Luxembourg, il n'y a pas de route directe vers la France. En plus de ça, souvenez-vous, pendant un an, eh bien, il n'y a pas eu de crime. Et cette année-là, les deux frères, ou du moins un des deux, étaient en prison pendant un an. Grosse coïncidence quand même. Hein. En plus de ça, dans les deux meurtres de Jacques Van Camp et de Angelou Constantin, eh ben, c'est assez bizarre parce que les deux étaient des joueurs de poker. Tout comme les deux frères, ils seraient à l'origine des tueurs du Brabant. Et la théorie du policier serait, est-ce que les deux là qui sont morts, ce ne serait pas dû à une dette de jeu? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit dans l'enquête, on ne sait pas pourquoi ils les ont tués. On ne sait pas, il n'y a aucune logique des deux meurtres qui sont là, ils n'avaient aucun lien, ils n'avaient jamais rien fait de mal. Donc ça coïnciderait au fait qu'il y avait une dette de jeu et qu'ils se soient abattus par les tueurs du Brabant. Je savais qu'il y avait aussi beaucoup d'autres preuves, soit même sur le physique des personnes, et surtout aussi, la plus importante, une des femmes qui l'a vu,
un des deux tueurs du Brabant, a bien confirmé qu'un des deux avait un accent prononcé français. Et ils lui ont même montré la potentielle photo d'un des deux tueurs. Et elle les a reconnus, elle a dit c'est le seul qu'elle reconnaît bien par rapport au portrait robot. Elle a aussi reconnu la voix, avec un enregistrement audio de Thierry. Pour elle, elle est unanime, c'est la même personne. Alors pourquoi la justice belge ne veut pas ouvrir ce dossier-là, que ce serait des Français qui auraient causé ces tueries? Tout simplement parce que déjà ils sont morts. Donc voilà, il n'y a pas si longtemps que ça, ils sont décédés. Et en plus de ça, la police belge a complètement fermé l'idée à la police française. JP Adam a plusieurs fois envoyé des requêtes au parquet de Nivelles et c'est classé sans suite. Ils n'ont même pas ouvert le dossier. Donc jusqu'à aujourd'hui, on n'a que des théories. On n'en sait toujours rien, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a eu 28 morts, 22 blessés, des familles détruites, des gens traumatisés. Et ça reste toujours un mystère. C'était Toxidrone. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.